Et bonjour. Alors, ce matin, on va reprendre les Rustlings qu'on avait entamés. Ça fait un petit moment maintenant. Ça doit pas faire 2 semaines, je pense. Ouais. Euh, les Rustlings, c'est quoi? C'est ce projet qu'on trouve sur GitHub, Rustlang/Rustlings. En fait, c'est des petits exercices, hein, donc c'est expliqué dans la doc, hein. C'est des petits exercices qui permettent de s'entraîner, de découvrir le langage Rust et les bases du langage Rust. On avait déjà fait les Koan, on avait commencé par les Koan il y a un petit moment de ça. Et à la dernière session, on avait fait le début des Rustlings. Euh, on était allé jusqu'au Borrowing. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Donc ça, c'est le projet. C'est le projet GitHub. On va se baser probablement aussi sur la documentation de référence. Donc j'ai lu là les chapitres sur l'ownership et le borrowing. Donc je commence à avoir quelques bases sur le sujet, que je n'avais pas la dernière fois. Donc on va un petit peu mieux comprendre ce qu'on fait sur ces parties-là. Je peux encore me tromper, je peux encore mal le faire, hein. On va voir, hein. Je suis en découverte du langage. Et donc on va continuer sur ces parties-là. Comment ça se passe? En fait, on a notre IDE qui est ici. Dedans, on a un ensemble de fichiers d'exercices. Voilà. Donc, visiblement, on avait fini le quiz 1. On est passé dans la deuxième partie. Donc, on est sur les move semantics. Et donc, le concept ici, c'est d'apprendre le borrowing, etc. Donc, comment ça se passe? Donc, ici, j'ai une commande que je vais lancer régulièrement qui s'appelle Rustling Verify, qui va me lancer en fait les tests, qui va vérifier jusqu'où on en était arrivé, et qui va lancer le suivant. Donc là, celui qui plante, c'est celui-là. Et donc là, on a les erreurs du compilateur, donc on voit qu'on a fait toutes les variables, les fonctions, les if, le quiz, et le move semantics 1. Là, on en est sur le move semantics 2. Et du coup, il nous dit que letMutVec égale vec à la ligne 21. Donc c'est ça qui lui plaît pas, visiblement. Il voudrait qu'on enlève ce mute, mais si on enlève ce mute, les vec.push vont pas marcher. Ah non, c'est qu'il est inutilisé. Parce que celui qu'on lui passe doit déjà être mutable? Non, même pas. Donc on va voir. On va voir. L'idée, c'est d'arriver à passer ça. Voilà. Donc on n'arrive pas à borrow vec en tant que mutable, parce qu'il est derrière une référence. Alors non, c'est bizarre. J'ai dû le relancer, pardon. On va revérifier l'état courant. Je vais peut-être le lancer en watch, mais l'IDE sauvegarde automatiquement tout seul. Du coup, je suis pas sûr que ce soit le mieux à faire. Donc on va regarder. Donc là, il nous râle avec la vraie... Je suis revenu en arrière, hein. Je suis revenu au début de l'exercice pour être sûr. Il nous râle avec le fait qu'on déplace le ownership de la variable vec0. Donc ici, on définit vec0. On la passe en paramètre ici. Ce qui fait que, du coup, il appartient à cette fonction fillVec. Et à la fin de l'exécution de cette méthode fillVec, il est supprimé. Du coup, on ne peut plus l'utiliser après. Donc tout ça, ça ne marchera pas. Voilà notre problème de base. J'avais listé les conseils pour cet exo-là. Ils nous disent qu'en gros, il y a 3 façons de résoudre le problème. La première, c'est de créer une version séparée de la donnée qui est dans vec0 et de la passer à fillVec à la place. Donc en gros, ça serait ici faire un lec vec2 égale vec0. S'il n'y a pas un truc point clone. Ah. Je croyais, mais visiblement pas. On va essayer quand même.
Et ici, on pourrait passer avec 2. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais tenter le watch. Hein. Ici, je veux pas les hints, je veux dans l'autre fenêtre. Ok. Donc là, ça a marché. Donc c'est une des façons de résoudre cet exercice. C'est pas la façon que je trouve la plus jolie, parce qu'en fait, elle nous apprend pas grand-chose sur le borrowing. Là, en fait, on a créé une nouvelle copie de cette donnée-là. Donc effectivement, c'est pas le vec 0 qu'on va aller taper quand on va aller faire ça. Donc c'est une solution qui marche, mais qui me plaît pas. Donc on va voir les autres qu'on a à notre disposition. Du coup, ils nous disent, faites en sorte que Filvec emprunte son argument plutôt que d'en prendre la possession, le ownership. Et du coup, et ensuite copier la data à l'intérieur de la fonction pour retourner un vec i32 qu'on possède. Donc, pour emprunter l'argument, on le passe en tant que référence. Donc ça force une référence vers un vec 2. Par contre, comment on récupère... Donc ça ne devrait pas marcher tel quel, je pense. Ouais, là, du coup, on copie une référence, ce qui nous arrange pas vraiment. Donc ça, c'est bon, la signature est bonne. Il faut trouver comment déréférencer. Pour déréférencer... Donc le problème, c'est qu'il va pas être mutable. Si, parce qu'on le rend mutable ici. Mais là, on retourne une référence, et pas... Donc tout ça, ça marche, en fait. Ce qui marche pas, c'est ça. C'est le retour de la valeur référencée. Comment on fait pour transformer une référence en non-référence? Est-ce que ça marche? Non, ça, c'est pire. Une déréférence, pardon, je crois que c'est avec étoile. C'est une blague? Non, non, c'était ça. Est-ce que ça marcherait? Non plus. Cette méthode n'existe pas sur le type vec de i32. Ah, et si on se contente de retourner une référence? On fait des tests, hein. Donc le fait de passer une référence, ça fait que la référence qu'on passe est plus mutable. On peut pas faire d'opération d'écriture dessus.
on peut passer autant de références qu'on veut en lecture, ou alors une en écriture. Donc du coup, elle ne prend pas la possession de cette variable-là, et on peut continuer à l'utiliser après. Donc là, avec 0, ça marchera toujours. Par contre, ce avec quoi j'ai du mal, c'est que là... Donc là, on fait une copie... On la rend mutable, et on écrit dedans. Sauf que vec1 est une référence, du coup, la donnée qu'il référence ne peut pas être empruntée en tant que mutable. Ah, c'est émute. On va y arriver, hein. Les types diffèrent en mutabilité. Ben oui, je cherche à le rendre mutable. Est-ce qu'on va y arriver? Ah, mais eux, ils disent de copier la donnée à l'intérieur de la fonction. Donc, en fait, on va devoir faire la même chose qu'on faisait avant. Ok, donc ça marche aussi. C'est pour ça qu'on n'y arrivait pas, c'est parce que on pouvait pas retourner. Donc là, du coup, effectivement, on continue à passer avec 0, donc on n'a pas du tout touché cette ligne. On n'a rien rajouté devant, etc. Et le clone, la copie des données, arrive à l'intérieur ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Et donc la troisième solution dont il nous parle, c'est faire en sorte que fillvec emprunte de façon mutable son argument, qui aura besoin d'être mutable, mais ça du coup ça voudrait dire qu'il faudrait la définir mutable avant le vec qu'on passe. Ouais, je suis pas fan par contre. J'aime pas du tout. Donc je pense qu'on va garder cette solution-là, qui est pas très jolie, mais qui a le mérite de marcher. Et donc, là en fait on supprime le commentaire I'm done pour passer à l'exo suivant. Donc là, normalement, on est dans l'exo 3, Move Semantics 3. On va aller voir ça. Donc, faites en sorte que je compile sans ajouter de nouvelles lignes, juste en changeant les lignes existantes. Aucune ligne avec de multiples semi-colonnes n'est nécessaire, de point-virgule du coup, n'est nécessaire. Exécutez Rustlings int move semantics 3 si vous avez besoin de conseils. Ok, donc, c'est encore du cannot borrow vec as mutable. Et donc, on a la ligne 20-21. Là, passer une référence, ça devrait pas suffire, je pense. On peut essayer, mais j'y crois pas du tout. Parce que c'est pas mutable, ce qu'on a. Et en plus, ça change le type de retour ici. Ça pourrait, hein, c'est pas... Donc non.
Non, il va où le mute? Il va à gauche? On dirait. Ok, donc là, juste en rendant celle-là mutable et celle-là mutable, ça marche. Donc ce qui se passe, ici, on crée notre variable qu'on définit mutable, qu'on passe en tant que mutable à notre fonction. Elle va aller modifier notre objet qui est mutable. Et là, en fait, après l'appel à cette fonction, on aura perdu le ownership. On l'aura transféré à notre méthode fillVec. Quand fillVec va finir, on va perdre le ownership sur vec0. Donc il aura plus court. Donc vec0 sera plus connu à partir de là. Donc on ne pourra pas l'utiliser dans ces méthodes-là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne, pour retransférer le ownership à la plan, on va retourner la variable à la fin de la méthode et on va la réaffecter dans une autre variable. Donc on donne le ownership dans la méthode fillVec de vec0 dans la méthode fillVec, et on le retourne et on le stocke dans vec1. Du coup, à partir de là, on pourra continuer à travailler sur vec1, qui contient, c'est le même objet que vec0. Donc ça marche. On va enlever le I'm not done. On va passer probablement au move semantic 4. On va vérifier quand même. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Refactor this code so that instead of having vec0 and creating the vector in function main, donc, on va refactorer ce code de telle sorte qu'à la place d'avoir vec0 et de le créer dans la fonction main, on va le créer à l'intérieur de fillVec. Ok. Donc, on ne veut plus créer vec0 ici, on veut le créer à l'intérieur de la méthode. Donc si je dis pas de bêtises, ça va ressembler à ça. Et fillVec va plus prendre d'arguments. Du coup, on va le rendre directement mutable. Et normalement, on doit pouvoir virer cette ligne. Voilà, c'est trivial. Donc on le définit mutable, on le modifie, on rajoute des éléments, et on le retourne à la fonction applant. La fonction applant le stocke dans une variable, et en avant. Bon, ouais, trivial. Et donc on passe à move semantic 5. Donc, on veut le faire compiler sans ajouter, supprimer ou changer aucune des lignes dans main. C'est rigolo. Donc ici, on essaie d'utiliser le Y qu'on a borrow, qu'on a emprunté. On peut essayer d'expliquer ça, mais j'ai peu d'espoir que ça nous donne quelque chose. Alors, Y, let Y égale emut de X. On fait une référence mutable à X, qui est un I32, hein. Je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire.
On va aller chercher des hints. Là, je vois pas du tout. On peut essayer de réfléchir un tout petit peu plus, mais sans changer la moindre ligne, ni ajouter ni supprimer. Dans main, sachant qu'on a que main. Je sais pas comment on va s'y prendre. Donc il faut raisonner de façon attentive sur la portée de chacune des références mutables. Est-ce que ça aide de mettre à jour la valeur juste après que... On modifie pas la valeur? Ah, donc on a le droit de les réordonner en fait. Visiblement, on a le droit de les réordonner. Hop, donc on peut essayer de... Pardon. Remonter ça, peut-être, hein. Qu'est-ce qui se passe là, du coup? Ok, c'était que ça. En fait. Là, si je remets comme c'était juste avant, voilà. Ici, on crée une copie mutable de X, qu'on appelle Y. Et ici, on fait une copie mutable de Y qu'on appelle Z. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, le Y peut plus être accédé. Parce qu'il a été modifié. Enfin, il a été modifié. On a borrow, on a emprunté sa référence, et donc il a plus court à partir de là. La même chose que quand on appelait la fonction, on n'avait plus accès à la variable de référence. Ici, une fois qu'on a emprunté cette variable-là, on n'y a plus accès. Et donc le fait de remonter cette ligne ici, donc là on y a encore accès vu qu'on l'a pas encore emprunté, vu qu'on l'emprunte ici. Donc là on est bon. Donc on va virer le I'm not done, ça marche. Et on va passer à l'exo suivant. S'il veut bien. Non, on n'est plus en watch, je l'ai coupé. C'est pas grave, on va le relancer. Donc variable c'est fait, fonction c'est fait, if c'est fait, le quiz 1 c'est fait. Les moves semantics aussi, et du coup là on plante sur primitive types. Donc les types primitifs, numéro 1, ici. Donc on doit remplir le reste de la ligne dans laquelle il manque du code. Je pense que c'est là où il y a le let. Aucune astuce, il n'y a pas de piège. Ça va juste nous permettre de nous entraîner à taper. Let is evening. On va le mettre false pour changer. Ok. Bon, c'était une mise en jambe. Hein. Du coup, on peut virer le I'm not done. Passer sur les types primitifs 2 normalement. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on veut remplir le reste de la ligne dans laquelle il manque du code. Pareil, pas de piège. Ici. On veut finir la ligne comme dans l'exemple. Quel est ton personnage préféré? Et c'est une lettre, un nombre, un caractère spécial. Ah, mais c'est vraiment c'est pas votre personnage, c'est votre lettre préférée, en fait.
Donc du coup, on va l'appeler Your Character, visiblement. Et on va... Donc, ils nous disent d'essayer une lettre. C'est-à-dire V. V, c'est bien V. Donc avec V, ça marche. Ils nous disent qu'on peut essayer avec un nombre. Ok, ça marche encore. Un caractère spécial, peu importe. Ah, les emojis, je crois pas que je les ai directement là. J'ouvre un Gedit. Ah, c'est contrôle point virgule. Contrôle shift point virgule, hein. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis. Je le fais dans un autre éditeur. Et je vais le coller. Donc visiblement, ça a l'air de marcher. Tout ça pour nous dire qu'en fait, dans le type char, et probablement dans les chaînes de caractères, il est capable de gérer des caractères d'autres langues, ou des smileys, ou des trucs comme ça. Ok, donc là on a fait avec un emoji, on a le truc qui passe, on va juste virer le commentaire, et on va continuer. Type primitif numéro 3. Alors, let A égale 3 points d'interrogation, il aime pas trop. Donc on va devoir créer un array avec au moins 100 éléments. Euh, je vais pas taper les 100 éléments manuellement. Donc on va aller voir un peu ce qu'il nous propose. Je vais vous avoir la flemme de taper les 100 éléments à la main, bizarrement. Donc il y a un raccourci pour initialiser des arrays avec une certaine taille qui ne nécessite pas de taper les 100 objets. Mais on peut, hein, ça marcherait. Ok. Donc c'était bien ça. Ici on met ce qu'on veut. Mettons qu'on met des strings. Ok, donc on fait comme ça, point virgule et le nombre de répétitions. Donc ça, normalement, ça devrait marcher. Ok. Euh, quelles autres choses... Donc, ils nous disent dans le hint, hein, quelles autres choses on pourrait utiliser qui pourraient retourner vrai pour le a.length supérieur ou égal à 100. On pourrait utiliser des vecteurs, forcément. On pourrait aussi utiliser n'importe quel objet qui a une méthode length et qui retourne un truc qui est plus grand que 100. Je ne sais pas encore déclarer des objets. Enfin, des objets. Des trucs. Enfin, des... Ouais, si, des objets avec des méthodes. Du coup, on va se contenter de ça pour l'instant. On verra plus tard. Je sais pas si c'est les structs ou s'il y a vraiment un type objet au-dessus. On verra. Bon, on n'est pas tout à fait là encore. Donc on va virer le end done. Et du coup, hop, on va planter sur le 4. Logique. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on veut extraire une slice. Là où il y a les 3 points d'interrogation. De telle sorte que les tests passent. Donc les slices, je sais pas encore comment ça marche. Un slice peut-être. Est-ce que c'est pas juste...
J'essaie des trucs, hein. C'est ça la syntaxe? Non. Ça me retourne un i32. Parce qu'en fait, ça fait A de moins 2. Donc c'est pas bon. D'ailleurs, là, il devrait me planter à la tête en me disant que moins 2, il connaît pas. Ah non, il part de la fin, peut-être. Ok, bon, peu importe, c'est pas ça. Donc c'est pas non plus une virgule. Est-ce que ce serait pas... J'essaie plein de trucs, hein. Dans d'autres langages, ça ressemble à ça. Donc c'est pas ça, on va aller voir la doc. On va aller voir la doc. Donc pour aller voir la doc, on va afficher notre navigateur. Et on va chercher... Alors c'est un type, mais là on veut une slice d'un array en fait. Ah, c'est 2 points. Ça va, on aura eu la réponse rapidement. On va remettre le IDE. Hop, et ici on va rajouter 2 points à la place. Donc il nous ressort bien un array d32. Alors il y a un truc qui ne marche pas. Ok, donc... Il nous dit que la taille du type array_d'integer ne peut pas être connue à la compilation en faisant ce qu'on a fait. Donc là, elle est connue. On voit que le type, c'est i32 de taille 5. Euh... Ils nous disent de peut-être borrow ici. C'est bizarre. J'aime pas ça. Là, ça va faire une référence. C'est pas ce qu'on veut. Du coup, le test, il fail. Parce qu'effectivement, c'est... Ah non. Donc nous, là, on a 2, 4. Au lieu d'avoir 2, 3, 4. On a 3, 4 au lieu d'avoir 2, 3, 4. Donc là, c'est 1. Oui, ben oui, 0, 1. Je suis bête. Donc là, ça marche. Donc on prend du 1, qui est ici, jusqu'au 4 non compris. 0, 1, 2, 3 et 4. Non compris, visiblement, le deuxième de la slice. Et effectivement, il faut le et commercial devant, ici. Déréférencé. Ok. On apprend petit à petit. Le 5. On veut déstructurer le tuple 4 de telle sorte que le println marche. Donc là, ça va être un truc genre name age, j'imagine. Ça ressemble. Hein. Donc ça, c'est facile, hein, c'est déstructuré comme on le fait dans plein d'autres langages. Et là, par contre, les tuples, ils sont entre parenthèses. Donc on reproduit en fait ici, hein, comme on ferait avec des arrays, machin. Dans notre langage, c'est pareil. Ok. Facile. Et c'est bien qu'un langage aussi bas niveau ait des trucs assez haut niveau comme ça. J'aime beaucoup l'idée. Donc ensuite, utiliser un index de tuple pour accéder au second élément de numbers. On peut le faire là où il y a les 3 points d'interrogation. Ok. Donc, ici, ça va être un numbers, et je pense on y accède par index probablement.
Ah. Il me dit, pour accéder des tuples, utilisez juste point. On est bon. Ok, donc les tuples, on accède avec point 0, point 1, point 2. Pardon. Donc là, on est bon. On va virer le I not done. Et on a fini cette série d'exercices sur les types primitifs. On enchaîne sur les structs. Ouais, ça nous ramène juste vers la doc, hein, les rythmiques à la racine. Vous les vérifier. Hein, mais... Ok, donc il faut adresser tous les to-do pour faire en sorte que les tests passent. Donc il y a des choses à mettre dans le color classic struct, dans le color tuple struct. Ok. Donc typiquement, on veut un name dans green, super green. Ok. Ici, on veut instancier une structure classique. C'est color classic struct, je suppose. Ok, je pense que c'est un truc comme ça, de base. Et donc là, on veut name et ext. Donc dedans, on veut name. Donc le name, ça doit être green. Et le ex, peut-être des 2 points, on va voir. Ça ressemblerait peut-être à ça. Hein. Ok, je reviens là où on est arrivé. Ah non, pour les deux. Ok. Donc soit on stocke du ESTR dedans, plutôt. Oula, c'est compliqué cette histoire. Ah oui, c'est le coup des typages. Hmm. Ça, on peut s'amuser à le mettre à la ligne. Je pense qu'on a compris à peu près le truc des structs. Donc c'est pas mal comme syntaxe, j'aime bien. On précise juste le type et après les arguments. Je suppose que ça ne marche pas comme ça. Ok. Ouais, j'aime bien l'idée. Par contre, il faut qu'on arrive à typer proprement ces trucs-là. Et ça, c'est moins drôle. On va stocker du string et on va par contre s'arranger. On va essayer de tricher. Donc ça a l'air de marcher en fait. Parce qu'on plante à la ligne 37 maintenant. On va dire que ça marche. On va tester la deuxième partie.
Donc on veut une tuple struct. Visiblement, c'est la même chose, mais entre parenthèses. Je vais pas dire de bêtises, mais... Donc visiblement, la syntaxe n'est pas la même. Voire pas la même du tout. Bon, ben on va aller voir les chapitres qui concernent les structs. Nous y voilà. Donc le struct, on l'a bien fait, on l'a intuité, hein, avec des virgules entre chaque et des deux points. Ça a l'air bon. Ensuite, est-ce qu'on va trouver... Donc eux, ils font un string from plutôt qu'un toString. C'est probablement plus propre. Ok. Alors, tuple structs, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est sans champ nommé, on précise juste les types en fait. Et du coup on accède au champ 0, 1, 2. C'est logique en même temps, c'est moi qui suis pas très malin là. Ok. Donc si on fait ça, ça veut dire que dans la définition de notre struct, ici on n'a pas besoin des types. On va juste lui préciser, on n'a pas besoin des noms, on lui précise juste les types. Si on a besoin que des types, et du coup ici pour l'instancier, ça va être une color tuple struct. C'est la deuxième. Et du coup, on va y passer un string 2.2. From green et string from dièse 00 ff00. Donc normalement, en ligne 36, 37 et tout le bazar, on n'aurait plus à avoir d'erreur. Je suppose. On plante à la 45 normalement, qui est ici, étant donné qu'on n'a pas défini unit struct. Et unit struct, c'est quoi? C'est un truc qui n'a pas de paramètres. Structure unit struct. Donc je pense qu'elle se définit juste comme ça. Non? Comme ça? Probablement. Est-ce qu'on peut ne pas les mettre? Probablement. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'est fait. Donc là, on est passé au struct 2. Logique. Donc on a une jolie structure là, avec le nom, une année, téléphone, mobile, mail. Okay. On a une méthode create qui va nous en instancier un, avec Bob en 2019 et tout ça. Créez votre propre order en utilisant le syntax d'update. Ok. C'est quoi? C'est un order? Ok, donc on veut un name. String 2.2. From de hacker in Rust. On veut here qui vaut celui de l'order template. Ah, il doit y avoir moyen. Oui, c'est une syntaxe d'update. Ok, donc ça va être un order template. Point. On veut en fait, on veut juste définir le name et après on veut garder tous les... Ah non, le name et le count et garder tout le reste normalement.
Ok. Est-ce que c'est juste comme ça? Probablement. Et non, dommage. Si, pourtant. Donc là, il nous dit, notre order template n'est pas une struct, un variant ou un type d'union. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ici order, et probablement... Non, on peut pas ça. On va aller voir la syntaxe. La méthode syntaxe, je sais pas ce qu'elle veut. Définir des méthodes. Opérateur. Non, c'est pas ça qu'on veut. Pardon, je vais vous l'afficher. Je suis revenu sur la doc. Et là, on va taper update. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est point point. Décidément, on n'était pas loin, hein. On essayait avec 3 points, mais... On était juste à côté, en fait. Et ils le mettent à la fin, pour une raison qui m'est inconnue. On va voir ça, on va y réfléchir. Donc c'est comme ça. Ok. Donc ça permet donc de reprendre tous les champs de notre objet et de juste écraser cela. C'est assez pratique. Notre objet, de notre struct. De notre struct. Ok, on passe au struct 3. Alors, le struct 3. Il contient de la donnée. Il peut aussi avoir... Les structures contiennent de la donnée, mais peuvent aussi avoir de la logique. Dans cet exercice, on a défini le struct package et on veut tester la logique qui y est attachée. Il faut faire compiler le code et passer les tests. Si vous avez des problèmes, exécutez l'aide, enfin les hints, les astuces. Ok, donc on a une structure package. Et on va implémenter le package en ajoutant des fonctions dessus. Ok, il se passe plein de trucs dans celui-là. Ça va nous retourner un booléen. Is international. Du coup, le is international, c'est sender country. Self.senderCountry. Différent de self.recipientCountry. Ça me paraît pas mal. Ok. Ici, les fees, ça va nous retourner un type que je ne connais pas encore, qui est basé sur les cents per gram. Ça va être cents per gram fois le poids en grammes. Mettons qu'on retourne du i32, je suis pas sûr que ce soit le cas. Ici, on veut du cents per gram. On veut les multiplier par self.weight in grams. Donc le poids au gramme multiplié par le nombre de grammes. Ça, c'est du i32 fois i32 qui retourne du i32, c'est ça? Ouais, ça y ressemble. Ok, donc là on a rajouté des méthodes. Ici il manque un truc aussi.
Va falloir faire une erreur ou un truc comme ça. Je sais pas encore ce qu'on va y faire. On va voir. Ah, ici, il faut retourner un package. Bon, on va voir. On va faire un return à l'arrache et on changera. On va return package, sender country, self. En fait, on va juste dire que le weight in grams est à 0. Et on va copier le... On va rien copier du tout. On va rien copier du tout. On va faire un sender country et un recipient country. C'est marrant, on n'est pas obligé de préciser les noms. Donc moi je le faisais avec name 2 points, avec donc sender 2 points, recipient 2 points, etc. Là on n'en a pas besoin en fait, ils sont dans l'ordre. Et donc visiblement on peut aussi sortir le return du if. Bon, on verra en fonction de ce qu'on fait derrière. Donc, où est-ce qu'on a des trucs à modifier encore? Là, visiblement. Alors. Donc, on va d'Espagne à Espagne. Ici, les cents per gramme. On veut que ça coûte 4500. Sachant que le package est à 1500. Donc, les cents per gramme, on veut 3. Ok, donc là, on a des tests qui fail. Donc, on a le code qui compile, ce qui est un grand pas, et des tests qui fail. Ah, voilà. Normalement, ça veut dire qu'on s'attend à ce que on a un truc qui panique. Donc ça, c'est le seul test qui a foiré. Et donc, on doit foirer quand... Ici, c'est cette méthode qui should panique, et là, elle ne panique pas. C'est ça notre problème. On met un point négatif. Donc, le problème vient du fait qu'ici, on return un package, alors qu'on devrait panique. Je sais pas comment on fait, comment on panique. Ah, pardon, je suis pas sur l'IDE depuis tout à l'heure, c'est moche. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a... Ici, il faut qu'on trouve comment on se throw, comment on panique, en fait. Je sais pas. Je sais plus. Il faut qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a défini ça comme un booléen, comme devant retourner un booléen. Et on fait self.sender différent de self.recipient. Et ici, on multiplie le poids en grammes par le poids... Le prix par gramme fois le poids en grammes. On retourne du i32. Ici, j'ai calculé que pour avoir 4500 ici, il fallait juste faire x3 là. Donc j'ai défini à 3. Et on a ce test-là qui panique, qui devrait paniquer, et qui ne panique pas. Donc il faut qu'on arrive à lever une exception ici. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Les exceptions, par contre, je ne sais pas comment ça marche. Là, je suppose qu'il méthode syntaxe, etc. Non, on s'en fiche. Donc on va aller revoir la doc. Et on va aller taper panique. Comme ça. Error handling. To panic or not to panic. Ça ressemble à ça. Non, c'est panique, point d'exclamation. Ok. My bad. Et par contre, la syntaxe du panique après? Entre parenthèses et le message.
Ok. Ben, c'est parfait. Bon, on aura bien avancé encore. Et ça continue encore et encore. Donc le chapitre suivant, ça sera les énumes. Je doute qu'en 4 minutes, on arrive à faire les 3 fichiers sur les énumes, mais... On peut regarder vite fait à quoi c'est censé ressembler. Donc je suppose... Ici, on aura du kit, du echo, du move et du change color, et que ça devrait suffire. Oui. Bon, soyons fous, on va voir. Ici, définir les différentes variantes utilisées ci-dessous. Oula. Donc ici, ça serait move x2.int32. C'est 8. Ouais, c'est i32, pardon. Et y de type i32 aussi. Ensuite, on aurait echo de string, change color de type i32, i32, i32. Et quit. Donc une virgule ici. Ok, ça marche aussi. Donc on peut effectivement définir des paramètres différents, même des types différents. Donc on peut avoir des structures, des structures tuples. Intéressant. Et donc le dernier, les types de variantes basées sur leur usage. On a des points, des states. On n'avait pas ça hein, dans le précédent. Je me suis pas... Non, non, je me suis pas fourvoyé. Bon, je crois que celui-là, on devra l'attaquer au prochain. Ça ira pour aujourd'hui. Ok, donc on a même presque fini les énumes. Hein. Il reste que le un petit peu plus difficile. Mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire assez bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bonne journée, à très bientôt.